Madame et Messieurs, cher public, bonjour à tous. Je voudrais, au nom de CAREP, souhaiter la bienvenue à notre hôte distingué, professeur Jean-Claude Kaufmann, qui a accepté, avec beaucoup de générosité scientifique et humaine, d'être parmi nous aujourd'hui. Cette conférence, comme vous le savez bien, s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences qu'on a nommées les grandes conférences de CAREP qui ont été plutôt lancées depuis l'année dernière. Mes remerciements vont à notre cher collègue, SIM Najar, qui va présider cette séance. Et je laisse la tâche la plus difficile, comment présenter dans 10 minutes Jean-Claude Kaufmann. Donc, je vous laisse cette tâche la plus difficile d'après mon avis. Voilà, sans tarder, je cède la parole à notre collègue Sihem Najar, professeur à l'IPSI, l'Institut de presse et de sciences de l'information à Tunis. Merci, chers collègues, d'avoir accepté cette tâche. Voilà, je vous cède la parole. Merci. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'ai l'honneur et le grand plaisir aujourd'hui de modérer cette conférence qui sera donnée par notre honorable invité, le professeur Jean-Claude Kaufmann. Et je tiens à remercier le CAREP et en l'occurrence mon cher collègue professeur Mahdi Mabrouk de m'avoir offert cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je dois avouer au départ qu'il n'est pas du tout facile de présenter notre éminent invité, professeur Kaufmann, qui est un sociologue d'exception, hors du commun, et qui pense et pratique la sociologie autrement. Jean-Claude Kaufmann est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, et il a ceci de particulier qu'il s'intéresse aux pratiques frivoles de la vie quotidienne, à l'intimité au sein du couple, au corps, etc. Et j'en passe. Et là, maintenant, comme on m'a demandé de le présenter de manière très brève, je vais essayer de pointer quelques éléments qui se dégagent à travers ses travaux et qui reflètent la singularité de sa trajectoire scientifique et l'originalité de son parcours de recherche. Je commencerai par souligner la finesse du choix de ces objets de recherche. Kaufmann a l'art, comme il aime le dire, de faire parler les objets qui passent pour anodins. Il sait les faire et les comprendre. Et c'est là où réside la subtilité de sa pensée et de son raisonnement sociologique. Dans l'introduction de son livre « Le sac », Un petit monde d'amour, publié en 2011, d'ailleurs même le choix des intitulés de ces livres ne sont pas à la portée de tous, hein. C'est vraiment, il a également cette force de bien choisir les intitulés de ses travaux. Donc dans cet ouvrage sur le sac à main, il affirme « En 30 ans de recherche, j'avais bien réussi à révéler les non-dits des casseroles et des torchons, à montrer comment les marmites fabriquent la famille et pourquoi le linge tisse la vie à deux. J'avais révélé ce qui se cache derrière les usages du maillot de bain sur la plage ou la façon de passer un coup de balai dans la maison. Alors, les sacs, pensez donc, il est tellement évident qu'ils ont des milliers de choses à raconter, dit-il. Plus évident qu'une simple casserole ou qu'un ridicule balai. Il suffit de regarder autour de soi pour le comprendre. Donc c'est une invitation à s'intéresser au frivole et à essayer de comprendre ce qui se passe pour insignifiant dans notre vie quotidienne. Alors pour l'analyse des rapports au sein du couple et comprendre les rapports entre les sexes, il n'a pas trouvé mieux
que de faire parler le linge, le lit, les casseroles, l'amour confiné, le nouveau monde amoureux sur la toile, et d'ailleurs il a publié un très beau texte en 2010 intitulé « Sexe-amour hein, », ou encore la chaussette, figurez-vous, qui, dit-il, inspire et donne à penser. C'est une réflexion très fine qu'il a développée dans l'un de ses livres intitulé « Petite philosophie de la chaussette », publié en 2022. D'ailleurs, je pense qu'on lui a offert des chaussettes. Et tant d'autres objets et pratiques sociales qui traduisent la richesse de la vie quotidienne. Il s'est également intéressé au baiser, qui, selon lui, fabrique le lien social. Et c'était lors du confinement. En décrivant sa démarche, il affirme dans son ouvrage « Ce qu'embrasser veut dire raison, sexe et sentiment », publié en 2021. Alors, je le cite, « J'ai l'habitude de travailler ainsi, donc il assume, de m'accrocher à un aspect précis du quotidien pour voir plus large. » Et c'est ça sa force. Ainsi avais-je braqué autrefois ma loupe d'enquêteur sur le linge pour décrypter le fonctionnement conjugal. Ou sur le premier matin, là ça renvoie à un autre livre, non moins important, après une nuit d'amour pour étudier les bifurcations biographiques. Donc ça, c'est par rapport à la finesse du choix de ces objets de recherche. Je passe maintenant à un autre aspect non moins important qui reflète, je le dis bien, la singularité de notre sociologue, et ça concerne la démarche méthodologique inédite qu'il tient à chaque fois à mettre en œuvre et à l'adapter au nouveau terrain d'observation qu'il sélectionne avec beaucoup de tact, je trouve. On peut évoquer son expérience méthodologique novatrice et originale pour la collecte du matériau qu'il a adopté dans le cadre de son travail intitulé « Agacement », que je cite très souvent d'ailleurs, « Les petites guerres du couple », publié en 2007. À l'époque, les usages des réseaux sociaux numériques n'étaient pas en vogue. Alors, en présentant ce qu'il qualifie d'une nouvelle technique d'enquête, il affirme « Pour la première fois, j'ai mené l'enquête sans l'aide de mon petit magnétophone en interrogeant mes informateurs par courrier électronique. » Ce n'était pas d'usage à l'époque, en 2007. Même si d'autres pistes technologiques passionnante reste sans doute à explorer. Je ne regrette pas mon choix. L'enquêteur, dit-il, l'enquête par email s'avère être extrêmement efficace, souple et propice au travail du matériau. Jean-Claude Kaufmann est toujours en quête de nouvelles manières de procéder. Ainsi, affirme-t-il dans la préface de la 4e édition de son ouvrage « L'entretien compréhensif », la 4e édition date de 2016, alors je le cite, « L'émergence du web a ouvert des perspectives nouvelles concernant la façon de mener une enquête. Des ouvrages seront bientôt nécessaires sur le sujet. » Alors, on attend ces ouvrages, chers collègues. Mais sans attendre, on peut remarquer qu'une partie des usages d'Internet peut être considérée comme une simple adaptation de la situation d'entretien à un contexte nouveau. Les dialogues à distance, par l'intermédiaire d'une webcam, par exemple, mais aussi de façon plus large, des questions-réponses formulées au clavier, chat, email, etc. Enfin, il est important de souligner l'esprit audacieux dont notre sociologue a fait preuve dans ses différents travaux.
Voici quelques extraits d'un certain nombre de ses livres qui en témoignent. Dans son livre « L'entretien compréhensif », on lit « À l'encontre de la consigne fournie dans le présent ouvrage », entre parenthèses, donner très vite un titre, je dois d'ailleurs avouer que le choix de celui-ci tarda et me créa bien du souci. Car je n'étais pas certain qu'une telle montée en généralité, à partir d'une expérience personnelle, puisse être reçue comme légitime. Donc il y a un retour réflexif sur ces expériences de recherche qu'il nous communique dans le cadre de cet ouvrage. Et l'auteur d'ajouter, la plupart des techniques proposées ici contreviennent aux principes habituels enseignés dans les livres de méthode concernant l'entretien et n'avaient guère été énoncés publiquement. Sur bien des points, je disais même le contraire de ce qui était écrit dans les manuels, encore aujourd'hui les plus répandus. Il s'agit donc d'une démarche anticonformiste et par là même une entreprise ô combien hasardeuse. Plus encore, la recherche telle qu'elle est pratiquée par notre sociologue se présente comme une aventure. Dans son livre « Petite philosophie de la chaussette », il avoue qu'il a une préférence pour le matériau faible, entre guillemets, qui, par sa rareté, impose de le travailler au corps, ainsi que les terrains vierges qui évitent de se noyer dans une synthèse bibliographique interminable. Fin de citation. Une telle entreprise nécessite beaucoup de courage, me semble-t-il. Ainsi, dans son livre, et là aussi, il s'agit d'un ouvrage extrêmement intéressant, intitulé « Saint-Valentin, mon amour », publié en 2017, il écrit « Chaque livre s'inscrit pour moi dans une ambiance, un univers particulier. Celui-ci prenait donc dès le début la forme d'un combat, dit-il. Pour persuader, je cite encore, expliquer que derrière la banalité de surface se cachaient des enjeux considérables. Voilà donc l'alchimie qui a fait, à mon sens, de notre sociologue un intellectuel libre, à savoir la finesse des objets de recherche, la démarche méthodologique inédite et l'esprit audacieux. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre cher invité qui va nous parler du processus de démocratisation de la vie quotidienne et ses contradictions. Je vous remercie. Que de compliments, que de compliments. Merci de cette invitation déjà. Merci de cette présentation très complète. Alors, on ne sait pas comment se comporter face à une telle avalanche de compliments, hein. On est un peu content de les recevoir, hein. Faut pas le nier. Mais après, ça met la pression parce que ça crée une attente. Il va falloir être à la hauteur de ces compliments. Et j'ai très peur de décevoir. Parce qu'effectivement, vous avez fait une petite liste de mes thèmes de recherche, des titres des livres, le sac, le maillot de bain, le balai, le nouveau monde amoureux, le baiser, la chaussette. Alors, on va pouvoir s'attendre à des petites révélations sur la vie quotidienne. Et puis, l'envie, surtout dans ce monde si difficile aujourd'hui, si dur, si tendu, l'envie de s'évader vers ce monde des baisers et du monde amoureux. Alors là, je vais vraiment décevoir aujourd'hui parce que je ne vais pas en parler beaucoup. Alors vous avez très bien résumé ma démarche qui consiste à partir de l'ultra-concret, des toutes petites choses du quotidien, voire d'objets dérisoires, même la chaussette, effectivement. Ça, dans mon livre de 92, La trame conjugale, j'avais écrit « On pourrait
même écrire un livre entier sur la chaussette. J'ai réussi à le faire complètement. J'ai été très surpris d'ailleurs quand j'ai commencé mon travail bibliographique de voir que les plus grands philosophes s'étaient intéressés à la chaussette, Hegel, etc. Donc je n'étais pas le premier à défricher ce domaine. Donc je pars des toutes petites choses, les plus concrètes, les moments minuscules du quotidien, mais même si ma méthode s'apparente à l'ethnologie, ce n'est pas comme un ethnographe, ce n'est pas pour décrire. C'est une porte d'entrée dans la compréhension du monde, dans un aller-retour permanent entre le concret et la montée en généralité. Ça, l'anthropologue Clifford Geertz l'explique très bien quand il parle du frottement entre le savoir local et le savoir global. On plonge dans la chair, dans la richesse de la chair, du concret, du quotidien, du vécu, mais pour en tirer des enseignements, pour parvenir à théoriser progressivement. Alors là, je rejoins une école de pensée de l'école de Chicago autour de la notion de grounded theory, c'est-à-dire essayer de théoriser, non pas à partir déjà de théories établies, à partir des livres, mais à partir de l'enquête, du concret, jour après jour, dans l'élaboration de modèles qui s'enrichissent dans la confrontation quotidienne avec le concret. Et là, ce matin, parce que je ne peux pas parler de tout, j'ai choisi d'axer mon intervention sur le cadre le plus général, même si je vais prendre un certain nombre d'exemples très concrets, même si, comme je l'annonce en titre, je vais parler de la vie quotidienne, mais la vie quotidienne dans un contexte historique et mondial de transformation du monde. La vie quotidienne, elle n'évolue pas comme ça, c'est dans le cadre, c'est dans un contexte qu'elle évolue, et c'est de ce contexte-là que je vais parler aujourd'hui. Et je voudrais commencer par un petit avant-propos, un petit principe de méthode un petit peu sociologique qui consiste à définir, comme on dit, d'où l'on parle, qui je suis pour définir des options, des tendances à la généralisation. Donc je suis français. Mes enquêtes, mes travaux portent sur la France. Il y a un changement de ma voix d'un seul coup. Non, ça va. J'aimerais bien pouvoir davantage parler de la Tunisie, ce monde passionnant de tout ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, mais je ne le connais pas assez. Donc je vais parler de ce qui se passe en France à partir de mes enquêtes. Non, c'est pas trop fort? Non? Bon, c'est moi, d'un seul coup, j'ai mes oreilles qui se sont débouchées. Sans doute, j'entends ma voix plus fort. Et je vais vous parler d'un processus historique. Il y a deux positionnements, en gros, en sociologie méthodologique et épistémologique, soit l'on choisit de couper en tranches pour essayer d'étudier le fonctionnement de la société, soit on l'inscrit dans les processus de l'évolution historique, et je crois qu'il y a une urgence aujourd'hui à essayer de comprendre ce qui se passe dans nos sociétés, et c'est sur ce point que je m'inscrirai personnellement. Donc je vais vous parler d'un processus historique autour de la question de l'émancipation de l'individu, qui a émergé en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie, en Europe il y a quelques siècles. D'où la question, est-ce que ce processus a une valeur universelle et généralisable, ou est-ce qu'il y a des modalités différentes d'évolution vers la modernité? Donc j'espère que ce que je vais développer par la suite donnera quelques petits éléments de réponse, mais dès maintenant, je peux dire ceci, historiquement justement, dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale,
les années 50, les débuts des années 60, la fin des empires coloniaux, nous avons assisté à une mondialisation qui n'est pas seulement économique, une mondialisation culturelle qui fait que partout à travers le monde, on se pose grosso modo à peu près les mêmes questions en même temps, bien que chacun soit dans un contexte national, culturel, historique, spécifique, qui est différent. Mais il y a une synchronie qui s'est développée des questions que l'on se pose. Alors, ceci étant dit, les exemples que je vais donner maintenant sont plus tirés de mes enquêtes et de ce qui se passe en France. Alors, la première chose qu'il faut dire, et c'est important, alors, là, avec ce qui se passe en ce moment, ça paraît un peu une banalité, mais ça fait 10 ans que je le dis tous les jours. Nous vivons actuellement un moment historique essentiel. Une transformation profonde de la société, un changement de la société, une rupture historique. Alors les historiens n'aiment pas du tout ce terme de rupture historique. Ils nous expliquent comment les processus historiques sont lents, sont longs, comment il y a une mémoire extraordinairement longue de l'histoire. L'anthropologue André Leroy-Gourhan qui dit « mais nous avons même au fondement de nous-mêmes la mémoire animale de ce que nous avons été. Nous refoulons toute cette longue mémoire à partir des strates les plus récentes de la culture et de ce qui se passe pour réarchitecturer tout cela. Mais nous avons cela dans les profondeurs. Donc les évolutions historiques sont souvent extraordinairement lentes, mais ce qui n'empêche qu'il y ait des moments de rupture, de changement, de transition d'un modèle de société à un autre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors actuellement, c'est pas depuis hier, c'est pas depuis 5 minutes. On peut dater justement ce début de la transition, du passage d'un type de société à une autre, de cette après-guerre des années 50, des années 60. Les années 60 sont sans doute des années qui ont marqué une rupture importante. Alors quand on dit années 60, il ne faut surtout pas penser 1968, qui est une manifestation particulière à caractère politique. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le début des années 60. L'installation d'une culture propre à la jeunesse, du moment de la jeunesse, l'émancipation des femmes, la libération du corps, le rapport aux vêtements qui devient moins institutionnel. Et il y a un fil rouge de tous ces changements. Il y a quelque chose qui relie tous ces changements, c'est la montée du sujet, de l'individu, de la personne. Je vais parler de manière indistincte de, je veux dire, sujet, individu, personne. On peut qualifier de manière différente, on pourra y revenir si vous voulez dans le débat, mais je les emploie de manière indistincte parce que chacun n'a pas la même manière de définir de manière séparée ces termes. Alors pour éviter des confusions, moi je les emploie plutôt de manière indistincte. Individualisation de la société, ça ne veut surtout pas dire égoïsme, narcissisme. Ça peut évoluer vers l'égoïsme et le narcissisme, bien sûr. Mais le cœur de tout ça, c'est le changement du rapport entre l'individu et le groupe. Alors là, je vais résumer de manière très, très schématique, ultra schématique. Nous passons d'une société qui avait un cadre, qui avait des cadres sociaux, des cadres moraux, des cadres d'établissement de la vérité, des cadres qui portaient les individus, qui les fabriquaient, qui les construisaient et qui traçaient le chemin de la vie, qui avait donc la forme d'un destin social. Il y avait des espaces de liberté, de créativité, bien sûr,
mais l'essentiel était dans ces cadres qui portaient les individus. Donc pour la France, c'est notamment clairement la situation dans la société d'Ancien Régime. L'historien Guy Thuillier dit comment, dans cette époque, on observait un ancien régime des gestes, c'est-à-dire qu'il y avait une transmission des manières de faire. La grand-mère transmettait à sa fille la manière d'élever l'enfant. Et ce n'était pas très compliqué, parce que dans la famille d'à côté, c'était la même manière de faire. Donc on transmettait un cadre de fonctionnement qui définissait les individus. Et l'individu ne vivait pas cela comme une prison, parce que la société était comme cela. Et l'on va vivre, en l'espace de quelques dizaines d'années, ce qui n'est rien au regard de l'histoire, une inversion, ou le début d'une inversion, parce que nous n'en sommes encore qu'au tout début. L'émergence du sujet. Le mot sujet, le terme est peut-être le meilleur, parce que dans le sujet, il y a subjectivité. L'idée, c'est que le sujet puisse s'arracher à tous les cadres pour être lui-même. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan que l'on, dans tous les magazines, « Soyez vous-même ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que qu'est-ce que c'est que le soi? C'est très très compliqué, cette histoire-là. Le soi, c'est sans aucun doute une nébuleuse très changeante et incertaine et sous influence. Mais quand même, soyez vous-même, et ça veut dire partez de vous-même. Qu'est-ce que l'on observe, si je prends d'autres termes? C'est un élargissement de la démocratie. Alors, dès que j'emploie le mot démocratie, tout de suite, on pense aux sciences politiques. On renvoie ce terme au domaine de la politique, de la démocratie politique. Et c'est vrai que pour l'essentiel, la démocratie représentative, c'est ça. On sait en gros ce que c'est, le multipartisme, l'élection libre, etc. Mais la démocratie politique n'est sans doute que la face visible de l'iceberg, le premier temps historique d'un processus beaucoup plus profond qui se développe aujourd'hui, une hyper-démocratie qui se développe dans la vie quotidienne et qui fait que chacun veut décider dans tous les domaines, choisir lui-même son avenir, son réseau de relations. Autrefois, on était pris dans un réseau qui était là, du village, de la famille. Aujourd'hui, on va construire son réseau, surtout avec Internet, avec la fluidité. Et Internet, ce n'est pas du virtuel. Internet, ce n'est pas du virtuel. Si on surfe sur Internet, c'est du virtuel. Mais dès qu'on passe un commentaire, c'est un lien social. Un lien d'un type un petit peu particulier, mais on engage une relation qui peut se traduire dans la vie réelle avec une très grande fluidité. Et l'individu est au centre de son réseau de relations. Il veut choisir sa vérité, surtout dans la société d'aujourd'hui, qui est la société de l'information. L'information scientifique est vulgarisée de toutes parts, dans tous les domaines, et l'individu ordinaire peut choisir dans cette masse d'informations pour construire sa vie quotidienne. Avec une difficulté, c'est que l'information, elle est vue comme positiviste. C'est-à-dire, on donne l'information avec une petite certitude, et l'individu, ça le rassure, il va choisir son information. Le petit problème, c'est que la science, elle n'avance pas de manière positiviste. Ça, c'était autant des encyclopédistes qui pensaient qu'on pourrait construire le mur du savoir comme des briques qu'on met les unes sur les autres. Or, aujourd'hui, on découvre que la science, elle avance de manière déconstructionniste, par réfutation des hypothèses, de manière permanente. Toute connaissance scientifique est provisoire et relative. Alors, si vous dites ça dans la vie quotidienne, choisir son information dans tous les domaines, en sachant que le résultat de la science est provisoire et relatif, on explose. On a très peur. Est-ce qu'on peut avancer comme cela? Donc, il faut se rassurer, il faut croire à l'information. Par exemple, que manger, il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette.
Aujourd'hui, le moindre aliment, on va se poser 1000 questions à partir de critères extraordinairement différents. Qu'est-ce que je dois en penser? Le professeur X a dit ceci, le professeur Y a dit cela. Et on croit le professeur X et Y. Heureusement, il faut y croire. Sinon, notre vie explose complètement. Il faut regarder en arrière quels ont été les conseils médicaux les dernières années. Si on remonte à la fin du 19e siècle, par exemple, conseils médicaux pour bien manger, pour éviter les problèmes de santé, manger de la viande grasse et des aliments sucrés, éviter surtout les légumes verts. Et à l'époque, c'était rationnel. On ne connaissait pas les effets négatifs de la graisse ni du sucre. Et les risques à l'époque étaient ceux qui n'ont pas complètement disparu aujourd'hui, mais il y a l'inverse qui prédomine, c'est les risques d'obésité. Les risques, c'était le rachitisme et la famine. Donc à la limite, manger des choses qui tiennent au corps, c'était bien. Et là, ça nous fait presque rire. Mais dans 100 ans, ceux qui liront les conseils médicaux d'aujourd'hui riront aussi des conseils que l'on donne. Donc j'ai dit ça et puis on oublie très vite. On croit quand même, parce que ce qui est publié, vulgarisé par les journaux à partir des derniers résultats de la science, c'est des résultats extrêmement solides, extrêmement fiables. C'est les derniers travaux. Mais voyez le domaine d'incertitude. Et là, je prends que le domaine alimentaire. Mais toutes les questions, comment élever l'enfant, toutes les questions de la vie quotidienne sont mises en questionnement, en déconstruction, avec une incertitude dans les réponses. Univers extraordinaire de responsabilité, de créativité personnelle, et en même temps d'angoisse, d'incertitude. Choisir sa vérité, choisir sa morale. Choisir sa morale, ce qui est bien et ce qui est mal. Cette société cadrée d'autrefois avait une morale collective qui définissait des types de pratiques. Or, dans le début d'inversion que nous sommes en train de vivre, l'individu pourrait choisir totalement son sens du bien et du mal, excepté ce qui est interdit par la loi. Donc il y a des débats pour interdire de manière législative les comportements qui apparaissent amoraux ou immoraux. Mais ce type de comportement est relativement limité. L'espace du possible s'élargit considérablement. D'où une angoisse très souvent pour trouver un minimum de repères collectifs. Et effectivement, je vais de plus en plus sur Internet pour mes enquêtes, pour mener mes enquêtes. Quand j'avais fait cette enquête sur les agacements, les petits agacements dans le couple, mais c'était devenu... j'ai jamais eu une période aussi intense de travail dans ma vie, parce que j'avais des fois des témoignages tous les soirs, des mêmes personnes. Aujourd'hui, il m'a encore fait ça. Et moi, je proposais pour le lendemain de tenter une petite expérience, ou de lui dire ceci, de dire cela. J'étais en prise directe sur la vie des couples. Donc là, ce n'était pas du tout du virtuel. Donc j'utilise Internet pour mener mes enquêtes et pour parfois trouver du matériau dans des endroits qui paraissent dérisoires, par exemple sur des forums de discussion qui sont extrêmement pénibles très souvent aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure si je ne suis pas trop bavard, si j'ai le temps de le développer. Des dialogues qui sont le contraire très souvent d'un dialogue démocratique où on confronte des divergences pour essayer d'avancer ensemble. Donc on expose son point de vue tout en étant ouvert au point de vue de l'autre pour essayer de se critiquer mutuellement et d'avancer ensemble. Ça, c'est le modèle absolument parfait et qu'on observe très rarement dans les débats sur Internet aujourd'hui, où c'est une confrontation d'affirmations fermées. Ça commence souvent par la phrase « moi je pense que ».
moi je pense que, et je veux convaincre. C'est ma certitude, c'est ma croyance, et je veux convaincre, avec souvent une montée émotionnelle et passionnelle vers des colères, vers des injures. Ça traduit beaucoup de choses sur l'angoisse de l'individu d'aujourd'hui qui, pour se construire, a besoin de cette certitude émotionnelle, de cet élan qui va lui redonner une certaine cohérence. Mais malgré cette difficulté de la méthode de l'échange et de l'exposition des points de vue sur Internet, il y a des trésors que l'on peut découvrir dans des thèmes de discussion qui apparaissent effectivement des fois très frivoles. Je n'ai pas peur de frivole. C'est parfois à travers le frivole que se révèlent des choses essentielles. Il y a des forums de discussion aujourd'hui où l'on discute sur la morale, en fait. Est-ce qu'on peut trouver une morale commune ? J'avais été sur un forum, c'était à propos de mon livre « Sexe-amour », la drague sur Internet. Très facile aujourd'hui, on est un petit peu anonyme, on est sur ce monde parallèle un petit peu libre, où on peut nouer des contacts comme ça, et le contact a parfois lieu, et puis on se retrouve en face à face avec la personne, donc là c'est pas toujours très, très simple à gérer, on se rencontre au café, il y a plein de débats, qui va payer l'addition, bon je passe sur ces détails, c'est pas le thème d'aujourd'hui, je suis désolé pour vous. Donc il y avait ce débat dans un forum de discussion sur ce thème, qui était apparu comme ça, après un contact sur Internet, une première rencontre. Peut-on coucher le premier soir ? En fait, ça s'adressait qu'aux femmes, parce que pour les hommes, il n'y avait pas de problème. Mais une femme peut-elle coucher le premier soir ? On se renseigne, on dit « Ah, mais la morale ne l'interdit plus du tout. Du tout, du tout. » Donc, sujet de mon existence, je peux dire que oui. Est-ce que je peux dire que oui ? Et alors, débat dans tous les sens. Et finalement, au bout d'un moment, s'établit un consensus. Ça dépend. Ça dépend si la femme est amoureuse ou pas. Si elle est amoureuse, là, il se passe quelque chose de précieux, d'inhabituel. Il faut protéger ce moment d'une certaine manière, et vaut mieux qu'elle évite quand même de coucher le premier soir. Mais si elle est pas amoureuse, et que le partenaire en face, ou la partenaire d'ailleurs, n'est pas désagréable, qu'elle peut avoir envie de passer un moment avec lui, alors, et là, il y avait une phrase qui a été reprise en boucle. Et à chaque fois qu'une phrase avec les mêmes mots est reprise en boucle comme ça témoigne d'un processus social qui est en train de cristalliser, de s'installer. Au-delà des mots personnels, il y a quelque chose de social qui est en train de s'inscrire. Et là, c'était la même phrase. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si la personne est désirable, si les deux personnes sont consentantes, eh bien finalement, pourquoi pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors ceci étant dit, sans une certitude absolue, sans une certitude absolue. C'est terrible, je vois mon heure qui tourne, je suis à la première ligne. Donc, choix de la morale, choix de la vérité, déconstruction des cadres sociaux, début de tentative de déconstruction du cadre biologique pour définir les individus, qui classent en hommes, en femmes, en enfants. Est-ce qu'au-delà de tout ça, il peut y avoir un sujet qui subvertit, y compris ce cadre biologique, qui décide d'être lui-même ? Je suis moi-même dans le corps d'un homme, mais je me sens profondément femme. Est-ce que je peux m'affirmer femme, être reconnue par la société en tant que femme ? Est-ce que je peux éventuellement, avec les moyens de la médecine avancée,
changer mon corps pour être le sujet que je vais être. Voyez toute la dimension de la déconstruction du sujet dans lequel nous sommes embarqués. Choix de la vérité, choix de la morale, choix de l'identité. Il me faudrait 3 heures pour parler de l'identité. Je vais prendre 3 minutes, mais c'est un énorme sujet. C'est un fil qui permet de comprendre ce basculement de société que nous sommes en train de vivre. Mais en même temps, la notion d'identité elle-même est extraordinairement confuse. Et tous les spécialistes ont pas d'identité comme ça, on croit savoir ce que c'est. Puis dès qu'on creuse, qu'on essaie de définir, qu'on regarde dans des manuels, plus ça va, moins on comprend. Il y a le sociologue américain Erving Goffman qui, dans une note de bas de page, mais on sent son agacement, qui dit c'est une notion papa. On commence à mettre les doigts dedans, ça colle de partout, tout est l'identité, on n'y comprend plus rien. Alors pourquoi il y a tant de confusion sur l'identité ? Parce que déjà, il y a 2 contenus très différents qui sont mélangés sous le même terme. Et dans le 2e contenu, il y a 2 conceptions totalement opposées de ce qu'est une identité qui se développe. Si on mélange tout ça, on n'y comprend rien. Alors, en 2 mots, très rapidement, c'est affreusement schématique, on pourra y revenir dans le débat, si je laisse du temps au débat tout à l'heure, si vous le voulez. Les 2 contenus. Le premier contenu, en gros, c'est le mot identité, mais ça n'a rien à voir avec l'identité, c'est la carte d'identité. C'est l'identité administrative. Ça n'a rien à voir avec l'identité, c'est un processus d'identification pour ne pas confondre une personne avec une autre. Ça, en Europe, en France, par exemple, le premier papier d'identité, c'est Napoléon, c'est les registres de baptême qui, d'une certaine manière, sont les premières inscriptions identitaires qui passent dans l'état civil. Parce que l'État qui se sépare de la société civile a besoin de connaître ses administrés. Dans le village, autrefois, il n'y a pas de papier d'identité parce que chacun connaît chacun. Et chacun a une identité qui est définie par la place sociale qu'il occupe. Il n'y a pas de question identitaire. C'est comme ça. C'est quand l'État se sépare de ses administrés qu'il a besoin de les identifier. On va, par exemple, en France, commencer à ficher les tziganes qui n'ont pas résidence régulière, on va mesurer leur tête, leurs doigts, etc. On va commencer à afficher les criminels dans les prisons pour éviter qu'il y ait des récidivistes. Ça, c'est Bertillon qui va lui aussi commencer à faire des critères anthropométriques et puis va apparaître la photo de face et de profil pour identifier. Et aujourd'hui, on arrive aux marqueurs biologiques ou encore mieux aux marqueurs numériques, un code barre ou un QR code. Est-ce que l'identité, c'est un QR code ? Non. Le petit problème, c'est que ce processus d'identification par l'État donne une idée fixiste de l'identité. L'identité, on sait ce que c'est, on peut en faire le tour. Il y a la grandeur, la couleur des yeux, une photo, le lieu de naissance, mais voilà, l'identité, on a fait le tour de la personne. Mais si on parle de l'autre identité, l'identité existentielle, ça c'est encore beaucoup plus récent historiquement, c'est encore les années 60. Le terme d'identité, en dehors des papiers d'identité, n'apparaît que dans les années 60, autour notamment de la psychologie de l'adolescent, la crise d'identité de l'adolescent. Puis très vite vont apparaître les crises d'identité culturelles, religieuses, etc. Pourquoi ? À mesure que l'individu devient sujet, casse les cadres qu'il définissait et devient, entre guillemets, lui-même, qu'il invente sa vie, il ne peut pas être un éparpillement continu, un questionnement continu. Il faut qu'il ait un fil de cohérence. Et ce fil de cohérence, c'est le travail identitaire du sujet. Il y a Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative. Nous nous racontons sans cesse l'histoire de nous-mêmes à partir de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas de la pure fiction, bien sûr. Nous racontons cette histoire pour
que ça fasse sens. Et c'est une manière pour nous, sans ce filtre identitaire, nous n'arrivons pas à agir. Je prends un exemple complètement fictif. J'étais dans l'hôtel ce matin, j'ai eu aucune avenue à traverser, mais imaginons que j'étais un peu en retard et de l'autre côté de l'avenue, j'arrive, il y a de la circulation. Micro-exemple ridicule. 2 possibilités s'offrent à moi. J'essaie de traverser la route quand même, les voitures font bien s'arrêter, mais je veux être à l'heure pour la conférence. Deuxième possibilité, il pourrait m'arriver quand même quelque chose, ce n'est pas 1 minute qui va changer grand-chose, donc je vais attendre, faire le tour pour trouver un passage piéton, etc. Entre ces 2 micro-options, souvent je vais afficher ça de manière très visuelle, c'est des images de soi, c'est des scripts identitaires. Ça, c'est la chercheuse américaine Hazel Marcus qui parle de ces scripts identitaires qu'on affiche dans un futur de quelques secondes pour rentrer dedans. Donc je vais rentrer dans une des 2 images et je vais concrétiser sans cette image qui est une totalisation. Le processus identitaire, c'est toujours une totalisation par rapport à l'ouverture infinie, l'incertitude du questionnement dans tous les domaines. Je me concentre dans une totalisation qui est une croyance. L'identité, c'est une croyance. Il faut croire en soi et à l'histoire de soi. Je crois que vous allez accueillir Alain Ehrenberg ici, il est déjà venu, et je crois que vous allez l'accueillir dans son très beau livre, avec ce si beau titre, « La fatigue d'être soi ». C'est exactement ça. Être soi, aujourd'hui, c'est devenu une incertitude, un espace de liberté extraordinaire, mais une incertitude et une fatigue mentale. Eh bien, dans ce travail, non seulement il faut se raconter l'histoire de soi-même, mais adhérer à l'histoire de soi-même, y croire totalement. Si on décroche, on perd l'énergie vitale, on va sombrer dans la déprime, dans la dépression, encore plus dans les idées de suicide, mais sans tomber dans la dépression, on va être un petit peu mou dans la capacité vitale, parce que ça fait partie du travail identitaire, travailler à la cohérence de soi et en même temps adhérer à ce récit, être pleinement dedans. C'est pour ça, Christian Bomberger parle des loisirs comme des petites passions aujourd'hui. Et il a totalement raison, le loisir est trop plat, parce que dans les petites passions de la vie quotidienne, on adhère pleinement à ce qu'on fait. Il y a des moments de plénitude existentielle, et sinon, c'est la déprime, d'autant que faut que j'arrive au couple quand même, que je dise quelques mots du couple. Sinon, c'est la déprime, parce qu'il y a en plus parallèlement un déficit structurel d'estime de soi. Il faut adhérer au récit de soi que l'on se raconte, croire en soi et avoir une bonne estime de soi-même. Le travail de construction de l'estime de soi est devenu problématique aujourd'hui. Alors là, il y a une nouvelle inégalité sociale qui se développe, qui est encore très très forte, parce que les personnes qui ont un certain statut, qui sont adossées à des institutions légitimes, qui ont des moyens culturels, des moyens financiers, elles vont avoir à travailler pour la reconnaissance de soi. Elles vont être également, comme tout le monde, en demande de reconnaissance et de respect. Là, je renvoie aux travaux d'Axel Honneth, bien sûr, mais ça va être beaucoup plus facile pour elles-mêmes. Plus on s'éloigne de ces sphères sociales, d'institutions garantes d'une certaine légitimité, d'une certaine estime de soi, plus on est pauvre en ressources sociales et culturelles, il va falloir se démener pour obtenir
un minimum d'estime de soi. Quand je dis que nous sommes dans une société qui détruit structurellement l'estime de soi, il y a notamment ce processus très étrange qui se développe du passage du vertical à l'horizontal. La société traditionnelle, comme je l'ai dit, était formée de cadres qui portaient et définissaient les individus, et il s'agissait de cadres hiérarchiques, très hiérarchisés, ça Louis Dumont l'a très très bien montré, et les notations, si on peut dire d'une certaine manière, les élaborations, les évaluations d'individus étaient de manière hiérarchique. Il y a toujours des hiérarchies aujourd'hui, mais elles sont de plus en plus concurrencées par une notation horizontale. Je ne parle pas des réseaux sociaux où ce n'est que ça, hein, d'une certaine manière, où on essaie d'obtenir des bons points et on se prend plein de mauvais points également, mais même dans la conversation ordinaire. Dans la conversation ordinaire, on va essayer, et j'avais fait cette enquête sur les casseroles et les repas. Le repas du soir, c'était souvent très très intéressant, les petits bouts de conversation qu'il pouvait y avoir. Il y avait très souvent le récit de journée avec tous les malheurs qui avaient été vécus dans la journée, tel chef de service, tel collègue abominable, impossible, et le conjoint qui était celui qui remontait le moral, une sorte de thérapeute à domicile. Et on se remontait également le moral en critiquant gentiment les amis et la famille. Alors c'est extrêmement étrange parce que dans la société d'aujourd'hui, on est de plus en plus famille et de plus en plus amis. Dans les valeurs de l'époque, quand il y a un sondage d'opinion, on voit qu'au plus bas, il y a le travail et la politique. Au plus haut, la famille et les amis, avec un écart absolument considérable. C'est ça qui est important dans la vie. C'est extrêmement important. Et quand on est avec les amis, on y est avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. On voudrait aller encore plus loin dans le lien amical. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de les critiquer gentiment sur leur manière de passer les vacances ou d'élever les enfants. Franchement, ils font n'importe quoi. Donc chacun va critiquer chacun pour se donner des bons points. Mais comment ça se passe, cette notation horizontale ? X, par exemple, qui est notre ami, il n'arrête pas de nous parler de ses voyages aux Maldives, dans son île paradisiaque, etc. Il croit, il est gentil, on l'aime bien, mais il nous fatigue, et puis c'est nul ces vacances. C'est pas bon pour l'avenir de la planète, cette dépense de pétrole, etc. Nous, avec notre option de faire de la randonnée en Ardèche, on est complètement cohérents. C'est beaucoup bien meilleur pour l'écologie et on va se donner des bons points. Donc on se remonte le moral et on donne une très mauvaise note à X, qui lui croyait écraser tout le monde avec son voyage aux Maldives. Donc chacun note chacun avec ses propres critères, donc sous-évalue l'autre. Donc il y a une sous-évaluation systématique de tout le monde qui provoque ce déficit d'estime de soi. Je résume. Déstructuration un petit peu de l'individu, émergence de ce sujet, cette émergence du sujet qui crée de l'incertitude, des espaces de liberté extraordinaires, bien sûr, de l'incertitude, du besoin de réassurance et de trouver les moyens pour reconstituer l'estime de soi. Cette mise en flottement provoque des résistances. C'est-à-dire, on est face à un processus d'avancée de ce modèle d'émancipation du sujet qui tente de casser tous les cadres et qui est si rapide historiquement que les individus, parfois les plus fragilisés socialement ou psychologiquement,
résistent et résistent de manière très diverse. Je n'ai pas le temps de développer parce que je vois l'heure qui tourne. Je veux dire un mot sur le couple et laisser le temps au débat. Donc je donne juste les titres des modalités de résistance principales que l'on peut observer. Il y a à la fois une avancée de cette démocratisation au quotidien, qui est très forte, extrêmement rapide, d'émancipation du sujet, et un contre-mouvement, une contre-révolution très marquée. On l'observe en France, notamment sur la remontée des mouvements traditionnalistes, la montée au niveau de la géopolitique mondiale de modèles plus autocratiques de gouvernement, modèles plus autocratiques qui sont souvent en correspondance avec un cadre de la vie quotidienne qui est réinstauré de manière stricte en venant du haut. À partir d'une idée de bon sens, il y a quand même des limites. Un homme est un homme, une femme est une femme. Il faut restaurer une certaine morale des cadres. Et souvent, les cadres qui vont être repris, c'est les cadres de la tradition. Pour revenir, en gros, c'est revenir un pas en arrière. Ça va trop vite, ça va n'importe où. Et la masse de manœuvres de ce contre-mouvement, ce sont les personnes, souvent les plus pauvres, les plus précarisées, qui sont perdues, qui sont déstabilisées, qui ont besoin de se réassurer. Ça, c'est ce grand mouvement de réaction, au sens strict du terme, de retour en arrière sous des formes extrêmement diverses et à des degrés très, très divers. On a l'émergence d'un petit autoritarisme très soft, par exemple. En France, pendant la crise du Covid, les personnes angoissées par l'idée de la mort étaient prêtes à abandonner leur liberté pour donner les clés du camion à un gouvernement. S'il avait été efficace et ne faisait pas des erreurs, malheureusement, il manquait des masques, tout ça, il y a eu de la confusion, des mensonges qui ont brisé un petit peu cette attitude, mais il y avait une acceptation momentanée peut-être, mais relativement forte d'un retour à un certain autoritarisme. Alors il y a tous les degrés de cet autoritarisme qu'on peut observer à travers la planète aujourd'hui, avec des élections plus ou moins libres, des élections truquées, pas d'élections du tout, des autoritarismes au visage de nouveaux populismes, des autoritarismes qui reprennent au contraire les cadres les plus traditionnels qui puissent exister. Mais si on fait une photographie un petit peu du monde aujourd'hui, on voit qu'il y a en même temps l'aspiration au développement de la démocratie, que ce soit le système politique ou cette démocratisation de la vie quotidienne, émancipation de l'individu, qui continue de se développer, qui est très fort, qui est très vivant. Ce n'est pas la peine que j'explique ça en Tunisie aujourd'hui, vous êtes très bien placé pour le savoir, mais en même temps le contre-mouvement qui est très fort et qui est sans doute dominant aujourd'hui, qui est sans doute devenu dominant aujourd'hui et qui est en train de séparer deux groupes de populations. À travers le monde, on voit très bien comment ça se passe, à travers le monde, le Sud global, l'Europe, les États-Unis, et à l'intérieur de chaque pays. Il y a deux groupes de pays qui sont en train de faire divergence, deux groupes de personnes qui sont en train de faire divergence. Les personnes qui restent accrochées à ce modèle de l'émancipation, qui veulent continuer à avancer vers ce qu'on pourrait appeler la liberté de l'individu. C'est la première fois dans l'histoire, on n'a jamais vécu ça, que l'individu, c'est une utopie extraordinaire, que l'individu puisse prendre en charge sa propre vie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, ce n'est pas simple du tout. C'est compliqué, ça provoque
des réactions et donc des informements, ou sous la forme de retour à la tradition, à l'autoritarisme, ou sous une autre forme que je n'ai pas le temps du tout de développer aujourd'hui. J'avais dit juste un titre et puis j'ai été plus bavard. L'autre type de réaction, c'est l'affirmation identitaire. C'est l'affirmation identitaire passionnelle, violente, plus ou moins violente, hein, donc à partir d'une croyance fermée qui définit, qui devient la lecture unique de la réalité. Donc là, on va retrouver très facilement, mais pas uniquement, on va retrouver très facilement les fondamentalismes religieux, pas seulement islamiques, hein, on a exactement la même chose, pas exactement, mais une chose semblable dans le christianisme avec les sectes évangéliques, etc., dans l'hindouisme également actuellement. La religion qui peut être personnellement un repère de sérénité et de paix, parce que ça donne, je dirais, face à cette incertitude du questionnement, au minimum un cadre d'enveloppement de l'individu, mais qui peut se transformer dans sa fermeture véritablement stricte en grille d'affirmation, voire d'opposition à un autre groupe avec des élans passionnels. Et enfin, autre type de résistance très très différent, c'est le décrochage. Se décrocher du monde, ou bien pour se laisser aller. Très bizarre, hein, pendant le confinement de la pandémie, j'ai écrit un livre, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Il ne fallait pas laisser passer ça, c'était quand même un événement extraordinaire. 4 milliards de personnes à travers la planète en même temps assignées à résidence. Et c'était très intéressant parce qu'il y en a un certain nombre de personnes qui l'ont très mal vécu, bien sûr, des personnes solitaires, des personnes en surpopulation dans un petit logement, etc. Mais en moyenne, il y a eu la surprise, les sondages sont très nets, que ça n'a pas été si mal vécu que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a décroché. Là, il n'y avait plus ce questionnement permanent, cette course, cette fatigue mentale. On se laissait aller, on faisait tout moins. Alors, tout moins, on a plus dormi, plus regardé la télé, plus mangé. 3 kilos en moyenne pendant le confinement, mais tout le reste, on faisait moins, on se lavait moins, on s'habillait moins. On a moins fait l'amour aussi, alors c'est complètement étonnant. J'avais des demandes d'interview au début du confinement en me demandant, mais il va y avoir un baby-boom sans doute. J'ai dit non dès le début, on peut retrouver mes réponses aux interviews. J'ai dit non, il ne va pas y avoir de baby-boom. Alors déjà, le partenaire, comme il se lavait moins et tout ça, il n'était pas très attrayant. Mais c'est parce qu'on avait moins d'énergie, on se laissait aller. Et finalement, il y a eu comme un petit raisonnement sur, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre vie possible avec un rythme plus doux, plus calme, un autre type de société où l'on court moins comme des fous et où on trouve la possibilité de ces caresses toutes simples, de ces gestes élémentaires, faire des pâtisseries avec les enfants, les mains ensemble dans la pâte, se retrouver ensemble. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel de la vie ? Et à germer un petit peu l'idée d'une utopie, d'un monde alternatif, et ça c'est l'autre type de résistance, se décrocher du monde, créer son petit monde. Et ça, c'était l'aspiration des grands romantiques au XIXe siècle, dans un cadre complètement différent. C'était violent le romantisme, c'était très noir. C'était à la force des sentiments, créer un monde différent contre la médiocrité du monde actuel. Là, c'est beaucoup moins violent, c'est plus tranquille, mais l'idée face au monde qui est fatigant, éprouvant, un petit peu fou, qui devient violent, créer un petit monde, ça peut être dans l'amitié, mais principalement dans la famille, un petit monde d'amour qui, basé sur des valeurs complètement différentes, est basé notamment sur l'amour, qui est le dépassement de soi, qui est donc le contraire de toute cette émergence du sujet, qui veut maîtriser sa vie. Là, au contraire, s'oublier pour l'autre, pour les autres, pour ceux du petit monde, pour créer ce petit univers de douceur, et comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, de réassurance mutuelle.
Le premier critère qu'on demande aux conjoints aujourd'hui, alors il y a le premier temps de la rencontre où c'est un peu plus différent, plus physique, on va flasher sur l'autre, etc. Mais après, la demande, c'est celle de la complicité et de la tendresse et de la réassurance mutuelle, dans le respect, encore une fois, notamment le respect des femmes. Bien sûr, c'est un point que je n'ai pas pu développer ce matin, mais qui est un point important, bien évidemment. Donc ça devient un peu l'utopie de notre époque. Créer ce petit monde. Sauf que dans ce petit monde, 3 petites minutes, sauf que dans ce petit monde, qu'est-ce qu'on trouve? 2 individus qui sont des sujets également. Et donc là, tout l'art va être d'arriver à construire ensemble, tout en ayant chacun la certitude de ne pas mal vivre, de pouvoir exprimer ses désirs, ses envies, ses rêves, se sentir bien avec soi-même tout en étant avec l'autre. Et le couple aujourd'hui va de plus en plus fonctionner selon un rythme à 2 temps. Le temps pour soi et le temps pour l'échange, la complicité avec l'autre, le dépassement de soi, l'oubli de soi. Donc c'est contradictoire, c'est une contradiction. Le temps pour soi de la respiration personnelle et le temps au contraire où on va se dépasser dans l'engagement pour l'autre, dans l'engagement avec les enfants. Alors là, toute une série, là c'était bien sûr mon livre sur les petits agacements, mais toute une série de mes travaux sur le lit du sommeil, par exemple, sur les repas, ou mon dernier livre sur les petites vengeances dans le couple, qui n'ont rien de méchant. C'est une manière d'être un peu plus fort dans le temps de la respiration personnelle. Le temps de la respiration personnelle, c'est on a un petit agacement, une insatisfaction, plutôt que le dire, parce que c'est pas si simple qu'on le croit, la communication conjugale. Bien sûr, il faut toujours essayer de parler davantage, mais parfois ça éclate au-delà de ce qu'on souhaiterait, et ça ouvre encore plus la crise que si on n'avait pas commencé. Donc c'est pas si simple que ça. Et des fois, par exemple, on a un agacement, une insatisfaction, on a gros sur le cœur, et bon, on va aller dans la pièce d'à côté, ou sortir dans le jardin. Ou si on n'a pas de jardin, on va aller faire une petite promenade. Et ça y est, ça se calme, on revient, on est plus disponible pour l'autre. Ou encore mieux, on va aller faire un peu de sport. Je rêve d'une petite enquête sur ceux qui font du jogging pour leur demander si c'est pour des raisons conjugales qui font cela. Parce qu'après leur jogging, ils vont rentrer, ils vont être à nouveau complètement disponibles. Donc, rythme à 2 temps, c'est devenu un art complètement. Et j'avais 1 minute 30. J'avais prévu tout un développement sur l'enfant, parce que là, on pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Mais cette espèce de modèle du sujet touche de plus en plus l'enfant, avec une question, là encore, énorme. Alors, avec un aspect incroyablement positif, qui depuis les années 80, ça a été toute la pédagogie, la psychologie positive et bienveillante, qui nous a appris à considérer l'enfant, à découvrir, Dolto avait dit, le bébé est une personne, à découvrir qu'il exprimait toute une série de désirs, qu'on pouvait, avant même qu'il ait la parole, comprendre ce qu'il avait envie de nous dire. Et il a déjà, c'est incroyable, leurs compétences très très jeunes. Donc ça, on a découvert, ça a été extraordinaire, on a réussi à réaliser cela, mais jusqu'au fait que, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que l'enfant est un sujet comme les autres? Problème pour les parents. Si l'enfant est un sujet comme les autres, on ne peut pas lui imposer une éducation. Fini le cadre éducatif. Pour les éducateurs comme pour les parents, ils se trouvent face à une injonction contradictoire. Par exemple, le môme qui a 10 ans, il y a un bazar pas possible dans sa chambre, les parents lui disent « tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre », et l'enfant qui dit « mais c'est mon territoire, je le gère à mon idée ». Alors qu'est-ce qu'ils font les parents face à ça? C'est devenu extraordinairement compliqué. Est-ce qu'on peut aller sans limite? Est-ce qu'on ne va pas fabriquer
ce qu'on appelle des fois des enfants tyrans, des enfants rois, hein, qui prennent le pouvoir dans les familles, ou est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites? Mettre des limites? Qu'est-ce que vous me dites? Nous rentrons dans le processus de la démocratie généralisée de tous les individus, y compris les sujets enfants. Beau débat de société qu'il faut avoir. On a par exemple en France un débat, là je termine, un débat qui s'est allumé de manière passionnelle autour des travaux d'une psychologue, Caroline Goldman, qui disait que des fois, il faut dire non à l'enfant. Le punir, gentiment, hein, pas le punir, dire qu'on n'est pas content. Par exemple, l'enfant a fait une bêtise, expliquer qu'il est puni et il doit aller 2 minutes dans sa chambre. Dire ça très gentiment. D'ailleurs, l'enfant, des fois, il revient au bout de 30 secondes, il dit « ça y est, j'ai compris, je ne suis plus en colère, hein, c'est terminé ». Donc, le parent peut être cool et dire « d'accord, tu reviens ». Et ce principe d'une punition a été critiqué de manière ferme par, on peut dire, une majorité de la psychologie de l'enfant, qui est toujours sur la position tellement positive et bienveillante, en disant non, c'est une violence vis-à-vis de l'enfant de lui infliger comme cela une punition. Je trouve que c'est un très beau débat. Ou sur le changement de genre, sur les trans, c'est devenu très facile aujourd'hui en France. Il suffit d'une déclaration administrative qui est devenue gratuite si vous voulez changer de genre. Et c'est inscrit à l'état civil. Une petite enquête, mais qui est extrêmement légère. Donc, vous pouvez le faire. Mais un homme qui se déclare femme, est-ce qu'il peut faire des compétitions sportives avec les femmes s'il commet un délit? Est-ce qu'il peut être enfermé dans une prison de femmes? Est-ce qu'il est une femme exactement comme les autres? Là, c'est intéressant. Ce sont des débats extrêmement intéressants, très délimités, très concrets, parce qu'ils permettent de marquer quelques repères. Est-ce que ce modèle de l'émancipation du sujet, on peut continuer à le laisser s'exprimer très rapidement, sans régulation, sans contrôle, ou est-ce qu'il faut en discuter et essayer d'établir quelques régulations pour éviter les mouvements de résistance et d'opposition dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est là, c'est terminé, que je rejoins mon avant-propos, parce que dans chaque société, dans chaque culture, à partir de la situation particulière, ces repères, ces régulations sont spécifiques à trouver, non pas pour s'opposer au mouvement d'émancipation du sujet, comme je l'ai dit, qui est la grande utopie de notre époque, mais pour l'accompagner. Voilà, je vous remercie, je suis désolé d'avoir été si bavard. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette conférence très riche. Et là, vous évoquez pas mal de pistes de réflexion qui vont certainement interpeller la salle, parce que dans votre réflexion autour de la démocratisation de la vie quotidienne, et d'ailleurs je trouve cette expression extrêmement profonde et extrêmement intéressante, vous évoquez un certain nombre de points qui sont liés, entre autres, moi je ne vais pas résumer parce que je dois donner la parole à la salle, vous évoquez ce que vous appelez les cadres sociaux et moraux qui portent l'individu. Est-ce que ces cadres sociaux, est-ce qu'il y a un consensus justement autour de ces cadres sociaux et moraux ou comme, enfin, les frontières entre ce qui est considéré comme étant moral et ce qui est considéré plutôt comme immoral? Et voilà tout ce qui tourne autour de cette question de processus
d'identification, d'individualisation et la place du sujet. Et là, vous présentez un tout petit peu enfin, une définition implicite du sujet. Le sujet, si l'on puisse dire, multiple, protéiforme, parce que vous parlez de l'enfant, mais aussi les personnes âgées, etc. Et donc, ces mouvements de résistance, je pense que là aussi, c'est un peu différent en fonction de nos représentations de l'individu et du sujet. Voilà, donc merci encore pour la richesse de ces réflexions. Et sans plus tarder, je donne donc la parole à la salle. Et je vous demande d'être bref dans vos questions. Voilà. Il faut bien commencer, hein, parce qu'après, je ne sais pas si on va pouvoir arrêter le débat. Oui. Et veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur ? Bonjour tout le monde, merci pour votre présentation très intéressante. Merci Madame Najal. Donc je suis Basma Loukil, enseignante chercheur en design. J'ai une question concernant la nuance entre le virtuel et le réel. Vous avez dit tout à l'heure que sur les réseaux sociaux, donc on est dans le virtuel, mais dès qu'il y a le commentaire, on est dans le lien social. Par rapport à la notion d'espace public, une notion sur laquelle je travaille depuis des années, donc la notion d'espace public, celle de la parole publique, de l'expression publique, et celle donc de l'expression sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous pouvez développer davantage cette question d'espace virtuel et toute la ville qui est aujourd'hui, qui présente à travers les réseaux sociaux des parcours que j'appelle des parcours influencés. C'est-à-dire, il y a des influenceurs qui proposent des parcours pour la ville et ces parcours, ils deviennent des parcours visités par les jeunes, par ceux qui suivent donc ces Instagrammeurs et Instagrammeuses, mais aussi par rapport à tout ce qui est parole publique, etc. J'espère que c'est clair. Oui, Aslama. Ahmed Othman, je suis un chercheur en démographie, je suis un peu loin de la sociologie. Je remercie le CAREP de cet effort. Je remercie Monsieur Jean-Claude. On va commencer un petit peu par la fin de l'histoire de Fukuyama et fin de la démocratie pour notre professeur d'aujourd'hui. Vous avez parlé dans quelques débats de ce qu'on appelle les mouvements sociaux, la liberté d'expression et tout ça qui sont, si vous voulez dire, contre certains démocraties qui ne sont pas juste à côté de la République d'une façon ou d'autre. Nous, dans notre printemps arabe, les réseaux sociaux, les mouvements sociaux, l'Internet et tout ça ont participé, bien sûr, de créer une situation de transition démocratique ou bien d'une démocratie d'une façon ou d'autre. Donc, l'hyperdémocratie, si vous voulez dire, si on est toujours contre cette liberté d'expression, contre la liberté soit relative, soit absolue, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une certaine démocratie sans liberté? Aujourd'hui, la liberté d'expression en France, par exemple, envers le problème palestino-israélien, on ne peut pas se manifester. Je sais bien, nous, dans le monde arabe, et surtout les Tunisiens, on comprend la situation aujourd'hui de la France, parce qu'il y en a des Français qui sont maintenus à Hamas et ainsi de suite, et les Français, tant que peuple, on les respecte, on vit dans une harmonie, si vous voulez dire,
on comprend bien la situation de la France aujourd'hui, mais l'interdiction de n'importe quelle manifestation, et surtout aujourd'hui, tout le monde est occupé par cette guerre, que je pense que c'est contre la liberté, et je pense jamais, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord ou non, mais je pense que jamais qu'on peut parler d'une démocratie sans liberté. Je vous remercie. Merci. Il y a là, s'il vous plaît, il y a deux... Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Hidia Bahloul, chercheur en sociologie CRS. Donc au début, je veux bien dire que je suis vraiment ravie de participer à cette rencontre scientifique dont le conférencier est le respecté grand sociologue Jean-Claude Kaufmann, à qui j'ai beaucoup lu. Alors, ma question est la suivante. Cher monsieur, si vous avez bien compris, la démocratisation du quotidien est liée, comme vous avez dit, à l'émergence du sujet, c'est-à-dire l'affirmation du soi, l'estime identitaire, enfin ce qu'on appelle, je pense, la reconnaissance du sujet. Alors, mais je pense que la démocratisation aussi du quotidien devra s'établir aussi par la protection. Lorsque je dis la protection, c'est-à-dire la protection matérielle, la protection des aléas de la vie, l'intégration sociale, les droits de citoyenneté, droit au travail, à l'éducation, à la santé, etc. Bref, la reconnaissance et la protection sont concomitantes pour une vraie démocratisation du quotidien. Voilà et merci. Merci pour Carep, merci pour M. Kaufmann. Je me présente, Djebel Gafsi, sociologue. Ma question est, la démocratie en politique a produit le populisme et on est en phase de la saturation du modèle démocratique. C'est pourquoi le taux de participation aux élections est très faible. Est-ce que la démocratisation au sens individuel ne va-t-elle pas ou n'est pas en train déjà de produire l'enfantilisation du monde, l'ère de la médiocrité et le sens du vide, selon l'expression de Gilles Lipovetsky? Merci. On va faire un deuxième tour pour donner l'occasion au professeur Kaufmann. Oui, parce que vous avez vu déjà que j'étais bavard, donc les questions ont été brèves, tout le monde a été discipliné, il faut que je le sois aussi, mais c'est très difficile parce qu'il y a des questions différentes et il y a certaines questions où il y a trois questions dans la même question, notamment la première. Donc je vais répondre dans l'ordre en essayant d'être bref. Donc il y avait, dans votre question, il y en avait trois. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. C'est une question passionnante. On n'est pas au clair sur Internet, sur les réseaux sociaux et l'espace public. On n'est pas au clair, notamment dans la mentalité de chacun. Parce que souvent, l'utilisateur des réseaux sociaux, il est dans sa bulle d'interaction, il élargit sa bulle. Alors, vous avez très souvent, sur les réseaux sociaux, une exacerbation des jugements extrêmes. On va retrouver des complices de reconnaissance, les gens qui se mettent des likes, c'est toi la meilleure, c'est toi la plus belle, etc. Et mutuellement, il y a un renforcement de l'estime de soi. Ou au contraire, il va y avoir le déversement des haines et des injures, des intolérances, des critiques, parce que chacun se lâche, parce que c'est un lien social, Internet, mais c'est un lien social d'un type particulier, parce que souvent on est un peu protégé par l'anonymat, mais surtout on peut débrancher quand on veut. Donc on peut se lâcher totalement. Et on teste des identités possibles parce qu'on peut se lâcher complètement, totalement. Alors je dis que ce n'est pas du virtuel. Alors, quand on surfe uniquement, on est dans le virtuel, mais dès qu'on poste un commentaire, c'est un lien social d'un certain type. Comme je l'ai dit, on peut le casser facilement, mais du coup, comme on se lâche plus,
des fois on révèle plus de ces profondeurs qu'on refoule habituellement. Donc il y a une espèce de sincérité non censurée, non contrôlée qui est un petit peu impressionnante. Mais l'espace public, c'est autre chose, parce que l'utilisateur n'a pas conscience. Il y a un certain nombre de procès. Alors, face à toutes les masses d'injures qui circulent, il y a 2 ou 3 personnes qui sont pêchées à la ligne et qui d'un seul coup se trouvent inculpées. Vous avez insulté telle personne, vous l'avez menacée de mort, vous étiez sur l'espace public. Oh, j'étais sur l'espace public, mais non, j'ai envoyé un post sur Facebook, quoi. Eh bien non, c'était l'espace public, effectivement. Alors que la personne, elle est dans une petite extension de son univers privé. Mais donc là, il va falloir définir, expliquer une pédagogie et vis-à-vis des gens. Ou alors, il y a aussi toutes les messageries plus ou moins cryptées. Alors là, du coup, est-ce qu'on est, ou une boucle WhatsApp, est-ce qu'on est sur l'espace public, etc. Mais c'est un débat, encore un autre, encore une complexité. La société de la liberté, c'est la société de la complexité. Alors sur les influenceurs, je ne vais pas répondre parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Les gens ont besoin de trouver des îlots, des bulles de réassurance et de certitude. Ils vont suivre un leader, quoi, une personne, un leader politique et tout, ça ne fait pas trop envie, mais un influenceur, alors, tac, on se lâche, on s'abandonne. Abandonner le soin, abandonner le sujet pour prendre ses choix, ses goûts de mode et tout ça, même les trucs les plus ridicules. Et alors là, du coup, ça rejoint la dernière question. Est-ce que ça ne peut pas aller vers la société de la médiocrité? Parce qu'effectivement, l'individu désemparé, fatigué, il va s'abandonner à ces groupes de réassurance qui peuvent l'entraîner, peut-être pas nulle part, peut-être pas dans un groupe violent, mais dans de la médiocrité au présent ou un loisir sans ambition, je dirais, d'une certaine manière, la superficie un petit peu des choses. On est très loin de l'utopie des encyclopédistes. Vous avez cité l'autre question, Fukuyama. Alors, ce n'était pas la fin de la démocratie. Fin de la démocratie, c'est mon livre à moi, c'était fin de l'histoire. Années 90, Fukuyama, qui a eu l'impression qu'il y avait le modèle de la démocratie et de l'économie de marché qui allait s'installer partout, et l'histoire, c'est fini. Eh bien, c'est fini la fin de l'histoire. Là, on voit à quel point l'histoire est de retour avec une force absolument considérable. Alors, sur votre question sur la France, oui, il y a des restrictions. Vous parlez surtout de la démocratie plus politique, au niveau du système politique. On voit que là aussi, il y a effectivement des limites. La France qui est classée dans les pays étiquetés démocratiques, impeccables, modèle parfait, effectivement, la répression des manifs, des gilets jaunes, parce que l'État a eu peur, hein, donc il a bombardé, il y a eu des yeux qui ont été... Et puis l'interdiction, effectivement, des manifs de soutien à la Palestine, qui sont quelque chose de clairement abusif. Alors c'est au nom du risque de trouble à l'ordre public, mais effectivement, peut-être un peu le risque, mais un petit peu facile, effectivement. Ce n'étaient pas des manifestations qui étaient ouvertement pro-Hamas. C'était, même s'il y avait des participants, donc c'était à suivre, à contrôler un petit peu, mais donc là, effectivement, on voit bien que... Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Hein, que même à ce niveau-là, même comme un pays comme la France, dès qu'il y a une petite crainte, une montée un petit peu du moindre risque, l'État n'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est suivi par une partie de la population. La partie risque sécuritaire, risque sanitaire, enfin tous les risques. Ulrich Beck, société du risque. Hein. Il n'y a plus de morale aujourd'hui. Mais du coup, ce qu'on définit comme un petit peu moral, on n'a pas trouvé autre chose, c'est le bonheur. Le bonheur qui présuppose la santé. Hein. Donc la santé et le bonheur. Alors du coup, tout ce qui est risque de mort, incident, risque, tout ça, les gens sont prêts
assez vite à abandonner une part de la liberté. Un moment, attention, parce que si le régime s'installe de manière plus durable avec une restriction un peu des libertés, là, très vite, il va y avoir des manifs dans la rue. Il y a eu ça à la fin de la pandémie, avec les drapeaux liberté qui reviennent. Alors, j'ai répondu un petit peu rapidement à cette question de la médiocrité qui va très facilement avec le populisme ou le récit conspirationniste. C'est toujours une manière de trouver un groupe un petit peu de réassurance, mais qui nous entraîne pas vers quelque chose de grandiose. Je dis que c'est une utopie extraordinaire, la liberté de l'individu, mais d'un point de vue collectif, il n'y a pas un élan. Alors, il faut se méfier des élans. L'élan du 19e siècle, la raison nous a amenés vers les conquêtes coloniales, d'une certaine manière. Donc, c'était un élan qui était très porteur au nom de la raison, mais en même temps, il faut se méfier de ces élans-là. Mais en même temps, on manque un petit peu d'élan collectif aujourd'hui. Le seul élan qu'on a, c'est l'innovation technologique, c'est des choses comme ça. C'est quand même extraordinairement pauvre. On sent bien, ça c'est le thème de mon livre, la fin de la démocratie, qu'on est à la fin d'une époque, la fin d'une civilisation. La civilisation qui était fondée sur l'idée de raison, on voit que la raison est de plus en plus circonscrite par des élans passionnels, par des petites certitudes, des bulles de certitude. C'est ça qui domine. Et le règne des images, qui revient exactement au même, c'est ça qui domine de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, où la raison, elle se définit par des modalités extraordinairement réduites. Elle s'est déclinée dans notamment les algorithmes numériques, qui est un appauvrissement considérable de l'esprit critique un petit peu des Lumières, et les algorithmes qui, de plus en plus, mènent notre vie, mènent le monde. C'est une déclinaison, un appauvrissement, je dirais, de la raison. Et ça rejoint en fait la dernière question. Sur la protection, alors oui, mais là encore, c'est compliqué, parce qu'il faut définir un petit peu ce qu'on va protéger, et en protégeant, on va atteindre aux libertés. Et attention, tout ce que j'ai expliqué ce matin, montée du modèle de l'émancipation de l'individu, de la liberté, mais jamais dans aucune société il n'y a eu autant de normes réglementaires qui ont été produites dans tous les domaines qui encadrent la vie quotidienne, au nom justement de la protection des personnes, de la protection de la santé. Dans le village, il y a 2 siècles, le conducteur de la charrette, il pouvait boire du vin comme il voulait, il n'aurait pas soufflé dans un ballon, il pouvait conduire sa charrette dans tous les sens, construire sa maison comme il voulait. Aujourd'hui, il va y avoir un règlement d'urbanisme, des contrôles, notamment sanitaires, ou des injonctions, manger ceci, manger cela, etc. La production de normes est de plus en plus massive pour encadrer cette liberté. Donc ce n'est pas une liberté totale. On ne fait pas ce qu'on veut, n'importe comment, mais l'important est ce qu'il y a dans la tête. C'est cette possibilité de choisir sa vie et d'avoir ses options. Merci. Alors, une deuxième série de questions, et je vous demande, s'il vous plaît, d'être bref et brève. Alors, voilà. Bonjour, merci beaucoup. Donc je tiens à remercier le CAREP et monsieur le conférencier pour cette conférence qui nous a quand même, qui nous a amené, qui nous a élargi justement l'éventail du possible aussi par rapport à toutes ces réflexions sociologiques. Alors, je voulais rebondir par rapport à la question de l'identité, si vous le permettez. De quelle identité parlez-vous ? Est-ce qu'il s'agit de l'identité du sujet, ou bien d'une identité sociale, ou bien d'une identité plurielle, un espace identitaire intersubjectif qui est censé être tout le temps bien inachevé, qui évolue, dynamique, et qui est censé
donc exister dans cette interaction. Et merci. Oui. Bonjour et bienvenue, monsieur et mesdames. Je suis Zohra Hawashi, écrivain, biologiste, écrivaine et surtout fabuliste, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'enfant. L'enfant d'aujourd'hui qui survole, qui navigue, qui survole les océans, qui se jette de continent en continent aujourd'hui, tout en refusant de plus en plus les moules des habitudes familiales. Est-ce qu'à votre sens, est-ce qu'il est vraiment envisageable que cet enfant-là, cet enfant oiseau d'aujourd'hui, puisse un jour imposer son statut de la démocratie, son statut de démocratie de sa vie quotidienne? Merci. Bonjour Madame Najjar, bonjour Professeur Kaufmann. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la pertinence de cette intervention. Je remercie également le CAREP pour avoir organisé cette conférence. Donc voilà, en fait, la dernière partie, la dernière question que vous avez évoquée lors de votre intervention par rapport à l'enfance. En fait, vous avez évoqué beaucoup de pistes de réflexion avec la question de l'enfance. L'enfant en tant que sujet dans la société contemporaine, moi je dirais, je pense enfin, que les parents se trouvent en quelque sorte dans une situation, si on peut dire, une situation d'aliénation, en fait, tiraillée entre un cadre de parentalité, l'autorité parentale classique et un cadre parental révolutionnaire, si on peut dire. Je ne sais pas si vous avez des pistes, je sais que c'est une grande question, mais si vous avez des pistes de réponse ou bien tout simplement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Voilà, merci. Merci à tout le monde, Monsieur Kaufmann, Madame Najjar. Alors, je suis Lilia Rasmin Chalougui, universitaire et enseignante en psychologie. Je pousserai à l'extrême en posant la question jusqu'à quelle mesure peut-on considérer que les démocraties, dans leur fin, se transforment-elles en autoritarisme pris au piège de leur paradigme de liberté d'expression? Cette liberté d'expression était un modèle imposé, en dehors duquel il n'y a pas d'autre modèle d'expression de cette liberté, un modèle de démocratie unique. Alors, est-ce que donc l'autoritarisme actuel est une réaction ou une production à l'identique de ce qui gouverne le monde, dans quelque chose qui est très en lien avec l'immoralité de l'usage de cette liberté d'expression? Au niveau de la démocratisation, jusqu'à quelle limite ce flottement atteint la dissonance cognitive ou une liberté d'être, de se concevoir et de s'exprimer, atteint aussi l'autre extrême d'une dissonance cognitive qui annule cette même vocation à être. Merci. Merci, Semira. Et présentez-vous, s'il vous plaît. C'est bon. Semira Ayed, enseignante-chercheur en sociologie du genre. Ok, je me lève. Alors, merci pour le CAREP, merci professeur Najjar, merci professeur Kaufmann. Professeur,
puisque vous êtes le sociologue du couple, j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire ce que vous pouvez dire concernant le couple à double carrière et la démocratisation au quotidien. Voilà, pour faire court. Et merci. Merci pour Carep et merci M. Kaufmann et tous les conférenciers et les présents, bien sûr. Je me présente, Al-Saïsi Hatem, chercheur, doctorant en sciences de gestion, bien précisément en management. Ma question qui se pose, M. Kaufmann a dit que la démocratie est un ensemble d'étapes, donc c'est un processus. Peut-on lier ou mettre en évidence cet ensemble d'étapes avec la médiocratie et la corruption qu'on vive maintenant? Et merci. Madame Najat. Merci Madame Sihem, merci Monsieur le professeur Jean-Claude, merci pour Carep pour nous avoir donné cette belle occasion. Moi je ne suis pas ni sociologue, je suis ingénieur des mines, la compagnie de phosphate de Gafs à l'ordre des ingénieurs, mais quand même ça m'interpelle parce que nous quand même à notre niveau on veut toujours normaliser. Quand je prends le titre processus de démocratisation de la vie, donc quand on parle de processus, c'est qu'il doit y avoir un référentiel, donc une normalisation quelque part. Alors quand on parle d'émancipation, on a l'impression que c'est un système ouvert et qu'il est piloté par une façon de penser, alors que vous avez évoqué qu'il y a quand même certaines règles. On ne peut pas conduire ivre, donc on doit souffler le ballon, donc il doit y avoir un code de la route, etc. Et on nous a enseigné quand même l'éducation civique et tout. Donc il y a certaines normes. Parce que le problème, nous, avant, on nous disait qu'on a les pieds en Afrique et la tête en Europe. Quand on est allé en Europe étudier là-bas, ils ont dit, nous, on a la tête en Europe, mais les pieds en Europe et la tête aux États-Unis. Et les États-Unis, quand on est allé là-bas, ils ont dit, nous, on a la tête dans la Lune. Vous avez vu. Donc, et dans nos organismes, sociétés, il suffit que quelqu'un s'érige en leader, on va le suivre. Donc, et là, je ne sais pas quand même, le système démocratique, il est biaisé. On dit toujours que c'est un bon système, mais c'est le moins mauvais. Mais quand même, puisqu'on s'émancipe, est-ce qu'il y a un autre système qu'on doit inventer pour quand même pas être cantonné là? On est ouvert, comme on dit, on a comme un arbre, elle est bien enracinée dans son environnement, mais il y a une certaine ouverture. Mais un système ouvert à outrance, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, parce qu'on ne sait plus les trajectoires, les projections, où on va aller. Merci. Et je vous réitère mes remerciements. Merci beaucoup. Monsieur, ça sera l'avant-dernière question. Non, là, s'il vous plaît. Non, mais là, j'ai donné la parole à monsieur, s'il vous plaît. Dernière question. Monsieur Kaufmann, vous avez parlé de décrochage du monde. Est-ce qu'on peut envisager ce décrochage du monde comme un acte démocratique ou une auto-exclusion face à l'enfermement de l'espace public? Merci. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Abdeltif Othmani, je suis chercheur multidisciplinaire. J'assiste aujourd'hui à une séance très importante, mais ce qui me dérange le plus, c'est la chose suivante. C'est que, apparemment,
tous les concepts, et essentiellement celui du genre, n'est pas un concept français, c'est un concept anglo-saxon. Et c'est là où je mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'on doit, à ma connaissance, suivre tout ce qui est importé. Est-ce qu'on a, nous, défini à notre niveau notre propre identité du genre? Chose que je crois, à ma connaissance, j'ai l'honneur de la remettre en cause. Par ailleurs, j'insiste sur un point très important, c'est que cette question du genre a une conséquence très grave. Aujourd'hui, au niveau des écoles, même primaires en France, et vous savez mieux que moi, qu'à partir de 4 ans, on ne définit plus le garçon comme garçon ou la fille comme fille, mais avec un troisième sexe. Où allons-nous avec ce concept américain d'abord, et qui est, à ma connaissance, qui est actuellement rentré dans un cadre de géopolitique globale pour imposer, comme l'ont indiqué, une idéologie qui nous dépasse. Je vous remercie. Merci. On va passer à la réponse à ces questions. Et on va les questions étaient extrêmement riches, extrêmement diverses, très très nombreuses. Le temps avance, donc je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. Je vais faire un petit survol très bref, parce que sinon ça serait très long. Sur votre dernière intervention, oui, ça va développer toute une série d'incompréhensions. Je ne crois pas que ce soit des concepts importés. Ça l'était à une époque, vraiment. On regardait en France tout ce qui venait des États-Unis. Il y a eu une influence des courants de la déconstruction américains, effectivement, qui ont un petit peu importé les notions de genre aujourd'hui, mais ils sont développés en France à la française. Et je crois qu'il y a une circulation des idées qui est importante. Alors vous avez raison, il faut essayer de ne pas être soumis à des modèles extérieurs, à une importation. Mais comme je l'ai dit dans l'avant-propos, le questionnement, cette question du genre, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi, hein, c'est un peu comme identité autour de la théorie du genre. Il y a un petit peu deux niveaux. Il y a le niveau qui dit il ne faut pas que ce soit le biologique qui définisse la personne. D'autant plus que le biologique, des fois, est un petit peu incertain. Il y a des personnes, environ 1%, qui ont les caractères biologiques entre féminin et masculin. Ça existe aussi, qui sont androgynes. Mais de toute manière, au-delà de ça, il y a la question que ce ne soit pas le biologique qui définisse la manière d'être de mode de vie de certaines personnes qui seraient les femmes et le mode de vie de certaines personnes qui seraient les hommes à partir de déclinaisons biologiques. Ça, c'est un premier niveau. Et il y a le deuxième niveau de certains tenants plus radicaux de la théorie du genre qui disent il faut essayer d'effacer le biologique. C'est le maximum de l'utopie dont je parlais tout à l'heure. Donc là, ça pose des tas de problèmes dans les sociétés, c'est très déstabilisateur. Ça peut être déstabilisateur pour les enfants eux-mêmes. Hein, dans les cours d'école, les enfants, ils se réassurent en se disant qu'ils sont des petits garçons ou des petites filles, etc. Ceci dit, en France, on ne dit pas ce genre neutre. Alors, il y a quelques pays qui l'ont reconnu, effectivement, le Canada, les États-Unis, mais à 4 ans, en France, on ne dit pas, les enfants, qu'il n'y a pas de genre neutre. Hein. Il y a garçons et filles. Il y a des essais des instituteurs que les jeux soient un petit peu plus mixtes, par exemple, qu'on ne renvoie pas les garçons aux jeux de guerre, les filles aux poupées. Mais même là, on voit que les instructeurs ont des résistances des enfants eux-mêmes qui, pour construire leur identité, les pauvres petits bouts de chou, eux aussi, ils ont à se construire dans ce monde d'incertitude. Et la première réassurance, c'est d'être un garçon à la différence des filles, et filles à la différence des garçons. Donc il y a une reconstitution aussi. Et dans chaque pays, à la manière de chaque pays. Hein, donc il y a une circulation des idées.
faut éviter une influence qui va toujours dans le même sens, mais en même temps, il faut échanger les idées, les faire circuler. Bon, je vais être extrêmement bref. Sur l'identité, au début, non, j'ai parlé de toutes les identités. Toutes les identités sont individuelles aujourd'hui. C'est le sujet qui se construit dans le cadre d'une identité personnelle à un moment. Il se construit toujours sous le regard des autres, dans l'échange avec des autres. On n'est rien sans les autres. Donc c'est un processus social continu, et il s'inscrit dans une image de lui-même qui est à un moment une identité individuelle, à un autre moment une identité conjugale, et à un autre moment une identité associative, à un autre moment une identité nationale. J'avais interrogé, je me rappelle cet homme qui regardait le foot à la télé. Ça l'énervait de regarder le foot comme ça, de sentir la passion que prenait quand il y avait l'équipe de France de foot, quoi. Et d'un seul coup, il se sentait français. En dehors des matchs de foot, il se sent jamais français. Ouais. Mais là, il se sentait complètement français, quoi. Et en plus, il y avait des Italiens en face, quoi, avec des injustices de l'arbitre. Alors là, c'était encore plus fort, quoi. Il était prêt à en découdre au nom de la France, quoi. Donc là, il était dans l'identité nationale. Élargissement d'un seul coup. Donc c'est construction, mais ça part des individus. Comme le phénomène populisme, il y a le populisme au niveau politique, de la construction des mouvements populistes, mais l'énergie, elle vient de ces individus qui sont dans leur construction identitaire et qui rentrent dans ce récit. Alors, toutes vos questions, elles sont trop nombreuses et trop riches, hein, je peux pas y répondre, et j'y répondrai simplement sur ce seul point-là. C'est effectivement toute la construction de la démocratie avec sa complexité, notamment en tant que système politique, c'est relié aux individus et à la démocratisation de la vie quotidienne, et notamment aux instabilités, au mal-être des individus. Tout ça est en lien véritablement permanent. Couple, double carrière, voilà, je peux pas répondre. Alors, dans le couple, c'est tout un univers de questions. Je reviendrai pour parler du couple, hein, parce que je n'ai pas pu en parler aujourd'hui, mais les doubles carrières, c'est à la fois les négociations hommes-femmes, c'est donc d'une richesse absolue dans le couple, et pour l'individu lui-même. J'ai parlé des respirations, du moment où la personne part dans le jardin ou faire un petit jogging parce qu'il y a un petit moment. Mais le travail, bien sûr, c'est un moment de réalisation de moi dans un autre espace relationnel. Et même du point de vue identitaire, là, il va y avoir une réalisation de soi. J'ai vu des cas où des personnes, ça peut paraître bizarre, mais étaient mieux au travail que chez elles, quoi. Ça peut. Souvent, il y a la fatigue au travail et le besoin de revenir dans le petit monde d'amour. Ça, c'est le modèle un peu parfait, le petit monde conjugal, caressant et reconstituant de l'estime de soi. Mais ça marche pas toujours comme ça. Il y a de la violence, il y a des tensions dans les couples, il y a des vrais enfers conjugaux, ça existe complètement. Et il y a des épanouissements de soi au travail aussi. Donc, il y a tous les cas de figure, et tout ça, c'est des arbitrages et des négociations. Alors, sur l'enfant, deux questions sur l'enfant, là aussi. Alors, l'enfant et la jeunesse, je vous ai parlé de la déconstruction des cadres. Effectivement, cette émancipation du sujet qui brise un petit peu les cadres. Mais l'enfance, alors il faut savoir que la jeunesse en tant que parenthèse, que moment culturel particulier, c'est aussi une nouveauté historique. Il y a toujours eu des jeunes, bien sûr, avec des fêtes de jeunes et tout ça, mais le fait qu'il y a un espace de temps assez long dans la jeunesse où il y a une espèce de contre-culture qui s'installe, pas dans l'hostilité aux parents, mais on n'est pas dans le même monde. Et un des aspects centraux de cette contre-culture, c'est l'opposition au monde domestique. Là, tout ce qui est de manger à l'heure, ceci, tout l'ordre domestique, faire ceci, faire cela, c'est pas ce qui compte. La vraie vie, elle est ailleurs.
elle est dans la légèreté de la vie, le fait que l'avenir est ouvert, dans la fête, dans le relationnel avec les amis, dans l'instantanéité du présent. Donc par exemple, on va déconstruire les repas, il ne va plus y avoir d'horaire, on va manger, on va réinventer le monde. Je me rappelle de ces jeunes préados, la première fois qu'ils faisaient la cuisine, ils avaient fait spaghetti au Nutella, quoi. Oh, c'était génial, ils me disaient. Quoi. Ils n'avaient sans doute pas recommencé, mais là, ils réinventent le monde. Donc la jeunesse est à un moment de double déconstruction. Ils sont encore plus sujets. C'est pour ça que l'enfant, c'était aussi une autre question que j'ai eue, là, cet enfant, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Cet enfant à qui on donne toutes les libertés, cette autonomie a une puissance comme processus social qui est considérable. Ça peut devenir un jeune complètement incontrôlable qui peut aller un peu dans tous les sens, mais c'est normal. Ce qui définit un petit peu la jeunesse, c'est justement que l'avenir est ouvert, donc il est encore plus sujet que les autres sujets. Mais ce jeune, il va rentrer dans la vie adulte plus tard, par le couple. Le couple, aujourd'hui, ça se construit à petits pas. Ça va être une sorte de réentrée, de fermeture. On va rentrer dans ce que les jeunes disent, la vie un petit peu casée. Mais du coup, l'individu construit son petit monde qui n'est plus un monde de questionnement et d'ouverture. Il y a des rails de la vie qui sont un petit peu construits. On sait où on est un peu protégé. Ça rejoint la question de la protection. On a un petit cocon, on a une coquille qui parfois va être brisée parce qu'à la fois l'autonomie de l'individu, on ne se supporte pas, on se marche sur les pieds, on va briser ce petit monde, mais on ne va pas le briser facilement. J'ai écrit un livre sur la baisse du désir dans le couple qui est plus féminin que masculin, des femmes qui ont plus trop de désir et qui ne le disent pas, qui simulent. Et jamais j'ai eu ça quand ces femmes voulaient témoigner, j'ai reçu leur témoignage, elles ont demandé un certain nombre que ce ne soit pas publié parce qu'elles avaient peur que leur mari apprenne. Et elles préféraient se forcer, malgré qu'elles n'avaient pas trop envie, plutôt que ce petit monde, parce qu'elles aimaient bien leur mari, complice, avec qui elles rigolaient et tout ça, elles avaient peur que ce petit monde finisse par casser. Donc ce n'est pas toujours un bonheur absolu dans ce petit monde, mais je terminerai là-dessus parce que c'est un peu positif. Quand on a réussi à construire cela à peu près dans la société d'aujourd'hui, c'est quand même un exploit déjà extraordinaire et on peut être fier de soi. Merci beaucoup, merci tout le monde, merci au CAREP et voilà. Et désolé parce que il y a beaucoup de demandes pour intervenir, mais faute de temps, merci beaucoup. Merci.